Bonjour, Bonjour bienvenue. estimé. Je suis Estimé Zouré, bienvenue à ce webinaire qui sera présenté par Yves Menez. Bonjour Yves. Ouais, Sur bonjour. les, Ça sera la présentation des nouveautés CIP 2025 et nous allons vous parler précisément du logiciel CIP 3D, améliorer votre projet BIM avec le nouveau CIP 3D. On parlera de la puissance, la vitesse et une modélisation 3D renouvelée du logiciel. Je, je passe la main à Yves pour qu'il vous présente ces nouveautés. Merci. Merci estimé. Ouais, donc la version 2025.b disponible depuis lundi 1er juillet. Si vous allez sur cip.com, vous trouverez effectivement dans le premier encart la version 2025.b. Vous pourrez aller consulter les dernières nouveautés de cette version-là. On en a présenté pas mal lors d'un premier webinaire de lancement. Énormément de nouveautés, comme d'habitude, mais la grande star, c'est quand même CP3D. Je trouve dans les nouveautés, on trouvera énormément de choses qui sont listées ici et que je vais pouvoir vous montrer dans l'interface. Euh, Allez, allons tout de suite dans CP3D. Ça, c'était CP3D version 2024.f. D'accord. Euh, Là, j'ai un ouvrage exemple d'une charpente métallique faite sur le logiciel. Alors, pour aller voir ma vue 3D, il fallait que je fasse menu outils, structure complète, ou me le mettre dans le raccourci. Et ça, vous connaissez tous les utilisateurs, la visualisation 3D dans les précédentes versions de CP 3D avec la section des profilés réels. Bon, ben ça, c'était avant, d'accord. Ça, c'était CP 3D avant, et je vous présente pour ce même ouvrage CP 3D version 2025.b avec ce nouvel interface qui change tout en termes de confort de travail dans le logiciel CP 3D. On va en parler un petit peu un par un de ces sujets-là. Alors, déjà, en fait, les profilés en section réelle, ça c'est quand même quelque chose on n'en souffrait pas tant qu'on l'avait pas. Puis là, maintenant, c'est impossible. Vous me l'enlevez plus. Travailler avec la visualisation des profilés en section réelle, IPE, conformé, section à froid, etc. C'est quand même un autre confort parce que du coup, on peut voir graphiquement tout de suite si on a le profil qui est bien positionné sur son axe fort, etc. Puis c'est quand même plus confortable. D'accord, donc ça c'est une des grandes nouveautés. Une autre nouveauté qu'on va avoir, c'est justement comment on gère cette 3D. Ben, c'est ici, dans l'interface étiquette. Donc, par exemple, ici, on avait des projets où en fait, on va trouver cette icône qui va nous permettre effectivement de voir ou ne pas voir en section réelle. D'accord? Si je désélectionne tout, je reviens dans l'interface précédente du logiciel avec cette projection plus sympathique qui va nous permettre d'avoir un rendu plus réaliste. Mais là, on repasse en filaire et tac, je repasse en géométrie réelle de profilé. Alors ici à gauche, qu'est-ce que c'est en fait? On voit que c'est un encart étiquette. Étiquette, ça vient remplacer ce qu'on avait dans outils calque qui disparaît. Le bouton outil calque disparaît puisque tout de suite maintenant on a en permanence la capacité de voir cet outil étiquette. Donc le terme étiquette remplace calque, mais effectivement on retrouve le sujet des calques qui était ici avec la possibilité de définir un calque ou une étiquette active, la couleur de notre étiquette. Voilà, par exemple, si je mets ici un bardage, changer la couleur du bardage, et le fait de rendre ou pas visible une étiquette, le fait de bloquer aussi. Là, j'ai interdiction de modifier les éléments et tout d'un coup, au lieu aller sans arrêt dans le menu outil calque, je suis en direct dans l'interface de travail. Voilà, par exemple, là, je ne vais plus pouvoir, par exemple, effacer une barre de ce calque, en fait, tant que j'aurai mon cadenas de mis en place. Et dès lors que je le débloque,
Donc ça va être très, très, très confortable en termes de travail. On trouve ça dans une fenêtre qui s'appelle étiquette et il y a aussi une fenêtre catégorie qui s'ajoute en dessous. Là, ça va être plus pour identifier les catégories d'éléments. Donc, par exemple, je peux filtrer, là j'ai un profil où il n'y a que des barres. On pourrait avoir des tirants, on pourrait avoir des poteaux, des poutres, des panneaux, des plaques. Voilà. Donc, ce nouvel interface qui vient tout changer. On voit que aussi on a un système de fenêtres de travail. Par exemple, je pourrais très bien dire je préfère avoir ma vue 3D au-dessus ou à gauche. Hop. Et ça me met mes calques et tout le reste en dessous, à droite. Peut-être que je veux pas avoir les options de visualisation en permanence. Enfin, peut-être que je veux pas avoir mes calques. Peut-être que je veux retrouver que une interface 3D. Et puis quand je veux rétablir, j'ai un bouton fenêtre où je vais pouvoir remettre effectivement le calque étiquette en visualisation. Donc ça, c'est l'héritage un petit peu de tout ce qu'on a dans tous les autres nouveaux logiciels de, de, de récents, cyberarchitecture, etc. Donc l'intégration de ces fenêtres ancrables avec des étiquettes, etc. On va avoir aussi, voilà, donc représenter la structure en utilisant les couleurs des calques ou pas. Voilà, donc là on revient en grisé ou alors avec couleur des calques. Voilà. On a une fenêtre aussi qui s'appelle options de visualisation. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà, mais pareil dans les options dans les menus déroulants. Là maintenant on peut l'avoir en permanence en accès direct. Donc par exemple, est-ce qu'on veut ou pas afficher les informations des éléments? Donc c'était quelque chose qu'on avait avant. Si je fais barre d'écrire quand je survole des profilés, quand j'ai ça d'activé, en pop-up, j'ai des informations sur les éléments que je survole. Allez, si j'enlève la visualisation réelle, voilà. Là, j'ai le texte de mes références de profilés, parce que je suis sur l'option barre d'écrire profil, donc il me donne la section du profilé aussi dans le visuel, donc je peux désactiver les pop-up. Je peux afficher ou pas les textes sur les éléments. Je peux aussi afficher ou pas les axes locaux des barres. Vous savez, par exemple, sur ce U, on voit que son X local rouge, son Z local bleu, pardon, le Z du U il est en bleu et le Y local vert. Donc on peut le visualiser ici. C'est cette coche-là qui permet d'activer ou pas la visualisation des axes locaux. On peut paramétrer un pourcentage de taille des textes aussi et ici directement la dimension des nœuds. Mais ça, c'est des options qu'on avait déjà, c'est simplement qu'avant elles étaient dans un menu déroulant. Maintenant, on peut y avoir accès en permanence pour aller faire des changements en cours de route dans l'interface. Donc, on a vu les étiquettes, on a vu les préférences de dessin et les fenêtres ancrables, mais ça va vraiment changer beaucoup la qualité de travail, le confort de travail dans le logiciel, je pense. Hop, et on peut, voilà, à tout moment repasser sur quelque chose où on veut pas trop de couleurs et puis on veut un filaire noir ou pas. D'autres options qu'on va avoir, donc ça c'était vraiment beaucoup sur l'interface, l'ergonomie de l'interface. D'autres options qu'on va avoir, ça va être aussi des sujets sur les panneaux. Alors je vais m'ouvrir le même ouvrage finalement. Il est en train d'arriver. Voilà. Alors, admettons que voilà, dans ce projet-là, j'ai peut-être un panneau. On va voir au niveau des charges sur panneau. On va avoir ici différents panneaux de façade qui ont été modélisés. Et sur ce panneau-là, on a
des charges qui ont été contenues. Là, ici, il n'y a qu'un poids propre qui a été contenu sur notre panneau, mais on a probablement aussi des charges de vent. Par exemple, si je vais dans charge hypothèse vue sur l'hypothèse V2 sur ce projet, je vais voir qu'effectivement, sur un peu tous les panneaux du projet, mais dont mon pignon, il y a des charges qui ont été mises en place, probablement surfaciques. Allez, on va aller sur une fenêtre de travail 2D pour être plus à l'aise, pour voir ça. Voilà, donc ça, c'est le pignon de notre projet. Et on a des charges surfaciques qui ont été modélisées sur ce panneau. On voit qu'on en a une ici, d'une certaine valeur. Voilà. Admettons qu'on va la faire pour que ce soit plus visuel, moins 0,75, une différence avec celle d'à côté qui est à moins 0,41. Voilà, donc il y a deux charges surfaciques qui reposent sur ce panneau. Bon, bah, quelque chose que on sait, c'est que dès qu'on faisait des modifications sur les panneaux des charges, en fait, il fallait faire aussi les modifications sur les charges surfaciques. Plus depuis la version 2025.b. Hop. Depuis la 2025.b, par exemple, je vais pouvoir avoir une nouvelle option qui est diviser panneau. Diviser panneau, à n'importe quel endroit, je vais pouvoir faire une division. Voilà. Et au niveau des charges surfaciques, V2, notre charge surfacique a bien été divisée en suivant ces instructions faites sur le panneau. Donc toute charge surfacique qui est posée sur un panneau va les actions qui sont faites sur le panneau ont un impact sur la charge automatique sur la charge surfacique. Au préalable, c'était pas le cas. On aurait eu en plus à diviser ou déplacer notre charge surfacique. On va pouvoir aussi, et ça c'est quand même encore plus intéressant, c'est pouvoir, lorsqu'on fait un déplacé de panneau ou d'une extrémité de panneau, par exemple je bouge ce segment-là, en fait je vais réduire un petit peu mon panneau. Je pars de ce point-là. Ah, je l'ai loupé. Hop, clic droit, ensuite je sélectionne un point initial. Et voilà, imaginons que je réduis mon panneau d'1,5 m ici. Tac. Voilà, donc il est réduit. Est-ce que auparavant, la charge surfacique restait, il fallait aussi qu'on adapte. Aujourd'hui, la charge surfacique suit la modification faite sur le panneau. Et puis, on va aussi pouvoir copier un panneau des charges. On va pouvoir le copier. Là, j'en prends deux finalement, je prends deux panneaux. Si je copie un panneau ou je fais une rotation ou je fais voilà, une modification, une copie, un déplacement, une rotation, etc. Les charges surfaciques au préalable ne suivaient pas, il fallait aussi les faire venir ou les recréer. Là, aujourd'hui, toutes les charges surfaciques sont créées et bien entendu, forcément, la même chose sur la suppression d'un panneau. Au préalable, quand on supprimait un panneau, on avait plein de charges surfaciques qui restaient dans l'air et qu'il fallait aller chercher en plus dans tous les différents cas de charge sur lesquels on aurait des charges surfaciques de créer sur le panneau. Là, toute charge surfacique en contact avec un panneau est adaptée, supprimée, modifiée automatiquement. Donc ça, pareil, ça fait gagner beaucoup de temps sur nos saisies et notamment quand on vient du générateur de portique et qu'on veut faire des adaptations parce que la géométrie réelle de notre projet n'est pas forcément la bonne, ben ça va quand même faciliter. Par exemple, c'est vraiment le cas sur un projet comme celui-ci. Ce projet-là, on a une 3D qui est pas tout à fait. On voit qu'on c'est un bâtiment, voilà, type hangar, quoi, mais qui n'est pas un portique 2D répété en fait. On voit qu'il est un petit peu évasé en termes de géométrie. Bon, ben ça, on ne peut pas le faire dans le générateur de portique. Générateur de portique qui prépare une base de charge de neige et de vent.
sur un bâtiment vraiment composé de portiques répétés à l'identique à la suite, quoi, dans la longueur du bâtiment. Ben, en fait, on peut faire un bâtiment un petit peu type dans le générateur de portique sur un portique, voilà, par exemple le portique le plus grand, générer ça, arriver dans 6P 3D, et tout d'un coup, dans 6P 3D, on va pouvoir s'adapter à la géométrie réelle de notre projet et donc adapter toutes nos charges surfaciques à la géométrie réelle d'un projet. Donc ça, c'est quand même une grosse innovation parce que ça va donner beaucoup plus de flexibilité, bah, notamment sur le sujet des charges surfaciques et de vent qui viennent du générateur de portique. Ok. Autre nouveauté intéressante, ça va être les diagrammes. Aujourd'hui, avant, on avait les diagrammes ainsi, d'accord? Là, par exemple, sur un des portiques intermédiaires. Aujourd'hui, on a un rendu graphique beaucoup plus sympathique pour documenter nos projets euh, qui apparaît ainsi. Voilà. Donc, si je hop, dis toutes les barres, hop, je vais avoir tout. Je suis sur le moment Y ici. Et puis bah ça va être pareil sur les autres, sur tous les diagrammes qu'on souhaiterait faire apparaître. Par exemple, effort tranchant VZ sur mes profilés. Voilà, j'ai un rendu graphique qui est quand même beaucoup plus attractif pour documenter mes rendus de notes de calcul dans un projet. Alors toujours, ça c'est pas une nouveauté. Si je veux faire une capture d'écran d'une portion d'une portion de mon projet, hein, je peux voilà, réduire mes fenêtres de travail. Je peux me mettre dans un rendu à plat 2D, voilà. Et à tout moment, je peux, c'est pas ce bouton-là, pardon, c'est celui-ci. Mais ça, c'est propre à tous les logiciels CP depuis toujours, c'est pas une nouveauté. Une fois que j'ai paramétré mon rendu graphique ici, je vais pouvoir imprimer en DXF, DWG, ce qu'on a à l'écran. Mais bien entendu, je peux aussi faire du JPEG en, en forçant un petit peu la rendue en termes de pixels pour produire une capture d'écran pour documenter mes projets. Donc ça, c'est pas tout à fait une nouveauté. On l'a depuis toujours. Voilà sur les grandes nouveautés de CP 3D. Donc on a aussi, oui, une que je vais vous montrer encore ici, ça va être si on a une plaque mise en place avec un module de réaction. Donc, par exemple, si on voulait ici modéliser un radier, voilà, donc avec un module de réaction Z pour modéliser le module de réaction du terrain, eh bien, depuis la 2025.b, on a parmi les fonctions d'analyse disponibles dans le menu calcul, donc dans la fonction déformer isovaleur. Voilà, nous allons pouvoir donc visualiser comme d'habitude notre déformé sous un cas de charge particulier. Tiens, par exemple sous V2, amplifions-le, voilà. On va pouvoir voir aussi des isovaleurs pour des cas de charge ou des combinaisons. Et nous pourrons voir, par exemple, sur ce radier. Alors, je vais me mettre dans une vue où je vais me mettre au rez-de-chaussée. Et on va aller voir sur ce radier, qu'est-ce qu'on peut consulter? Eh bien, on va pouvoir consulter des isovaleurs tout d'un coup de contraintes sur le terrain. Donc là, on voit en MPA, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait déplacement, effort, contrainte. Ben, maintenant, on a contrainte sur le terrain. Quand effectivement, on a un module de réaction qui est défini dans les plaques, on va pouvoir consulter la contrainte sur le terrain sur cette plaque.
Voilà. Et j'oublie de vous montrer, alors on va avoir quelques autres nouveautés, mais parmi celles que je peux vous montrer immédiatement, on en a une qui est importante et c'est notamment quelque chose qui était sur ce projet-là un petit peu gênant. Voilà, forcément, vu qu'il y avait plein de dimensions de portique, ben, on avait fait plein de vues. Vous savez, on s'est fait des vues 2D. Alors les vues, vous savez, hein, c'est ouvrir nouvelle, on peut faire des vues 2D d'un plan, perpendiculaire à X ou Y, d'un plan quelconque, une vue 3D de toute la structure, ou une vue 3D partielle de la structure, ou d'une sélection d'éléments. Donc on peut se créer plein de vues de travail. Le problème, c'est que ces vues, ben, au fur et à mesure qu'on les crée, elles se rangent ici, bon, dans l'ordre où on les crée. Et assez rapidement, on pourrait avoir un rangement un peu anarchique. Alors, on a un bouton qui est classé fenêtre, mais il y avait une mauvaise sauvegarde qui se produisait. Ce qui faisait que, par exemple, moi, au final, c'est bien d'avoir plein de vues 2D, mais on veut avoir un accès très rapide à la vue 3D. Souvent, elle se rangeait à la fin. On avait beau la remonter en tête de liste, ben, souvent elle se rangeait à la fin quand on fermait le logiciel et qu'on réouvrait. Ben, aujourd'hui, depuis la 2025.b, le rangement qu'on va faire ici sera bien sauvegardé. C'est-à-dire si je ferme et que je réouvre mon projet, j'aurai le bon ordre qui sera indiqué ici et je pourrai ouvrir très rapidement ma vue préférée parce que je l'ai classée en tête de liste de ce classement de fenêtres. Voilà, donc ça fait partie aussi des nouveautés de la 2025.b. On a vu donc il y avait l'environnement de fenêtre ancrable, les étiquettes, les préférences de dessin, la représentation d'éléments en 3 dimensions, la possibilité d'éditer la taille des textes à l'écran, les dessins diagrammes d'efforts remplis. Voilà, ça c'était avant, ça c'est aujourd'hui. Une autre nouveauté, c'est l'utilisation de l'accélération matérielle pour le dessin des modèles. Alors ça, il y a une vidéo sur les nouveautés, mais vous avez pu constater la fluidité qu'on a en fait quand on est en géométrie réelle et il y en avait besoin. Donc l'utilisation de l'accélération matérielle de l'ordinateur pour pouvoir faire ce type de visualisation en direct dans mon projet. Voilà. Ça ça allait, allait avec l'autre. On ne pouvait pas avoir ce rendu graphique sans vous amener en plus de l'accélération matérielle, sinon ça aurait un peu lagué. On a vu les outils de division de panneaux, d'ajustement de toutes les ajustements de charge surfacique. Effectivement, il y a une nouveauté en plus de revêtement inifuge. Quand on a mis en place du calcul au feu, on va avoir donc des notes de calcul associées et un petit listing, par exemple des revêtements, des épaisseurs de revêtement mis en place sur des profilés ou si c'est non nécessaire. On a vu ça. On a un nouveau type de rotule plastique qui est la rotule Ibarra Medina Krawinkler. D'accord, donc dans les précédentes nouveautés, on avait mis en place ces entités de rotule plastique dans les barres. Eh bien, on a un nouveau type qui est disponible qui permet de créer une rotule suivant ce diagramme. On a en plus la possibilité pour une barre qu'on aurait définie uniquement en traction de définir un contrainte de pré-contrainte. On peut faire des sélections par fenêtre pour voir les diagrammes. Donc, ça rejoint un petit peu la nouveauté. Et puis ça va s'arrêter là. La dernière nouveauté étant, ça vous intéresse ou pas, que le logiciel soit installable en allemand. Donc aujourd'hui, en plus du français, de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, eh bien le logiciel rentre toujours plus à l'international avec la langue allemande. Voilà, merci de votre attention. Et puis c'est à peu près tout pour la 2025.b. Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez énorme. En tout cas, ce rendu, j'ai hâte de manipuler de nouveaux projets sous cette interface-là. Alors bien entendu, tout ancien projet, on l'ouvre sans aucun problème avec ces nouvelles fonctionnalités. Voilà, c'est à peu près tout pour la 2025.b CP3D. Merci Yves pour ta présentation. Elle était super.
N'hésitez pas, hein, si vous avez le logiciel sous la version 2025A, vous pouvez faire la mise à jour pour voir la 2025B et profiter de toutes ces mises à jour que nous avons présentées tout à l'heure. Et également, ceux qui ont besoin de savoir plus sur le logiciel, vous pouvez nous contacter au support ou appeler CIP France pour plus d'informations. L'adresse mail du support, c'est support.france@cipe.com. Donc, Pour la France, n'hésitez pas. Ouais, pour la France, pour la France, c'est bien entendu sur la page web, vous trouverez aussi toutes les coordonnées France et francophone pour nous contacter. Voilà, support technique, ça va se trouver par ici. Support technique, vous aurez accès au fac et vous aurez accès aussi au mail. d'accord. Merci pour ces compléments d'information. Ok. Eh ben Voilà. merci, ben à bientôt alors. Merci, au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, nous n'avons pas de questions, Yves. Je suppose que tu as bien expliqué, tout le monde a bien compris. Au revoir. On Voilà. peut aller. Merci. Bonne fin de journée à tous. Salut, à bientôt. Salut.